Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La vie de Juliette Anderson a commencé dans la banlieue rougeâtre d'Anguo, à Enugu, où la pauvreté n'était pas une condition, mais un voisin. Ses premiers souvenirs ne concernaient pas les anniversaires ou les jouets, mais le fait de compter les cuillères de Gary qui lui permettraient de tenir le week-end, marchant pieds nus pour aller chercher de l'eau à un robinet commun qui ne fonctionnait que 3 jours par semaine. Sa mère, Mama Ebra, autrefois couturière dynamique, était alitée depuis des années à cause d'un diabète non traité qui s'était aggravé après la mort de son père dans l'explosion d'une usine alors qu'elle avait 7 ans. Sans frère et sœur, Juliette est devenue aide-soignante bien avant de savoir écrire ce mot. Elle cousait des chutes de tissu pour fabriquer des poupées et rêvait de diriger un jour une maison de couture, non seulement parce qu'elle adorait les vêtements, mais aussi parce que, contrairement à sa vie, les vêtements pouvaient être magnifiquement conçus. À l'école, elle était discrète mais brillante, le genre de fille dont les professeurs chuchotaient, celle-là, elle ira loin si la vie le lui permet. Mais la vie demandait rarement la permission à Anguo. Juliette vendait du pain après l'école et cousait des vêtements le week-end pour ses voisins, juste pour pouvoir acheter des médicaments et financer ses études. Elle a trouvé la chance grâce à une association locale appelée Future Doctor of Nigeria, qui accordait des bourses complètes à des jeunes filles exceptionnelles issues de familles défavorisées. Lors de la visite de la directrice de la fondation à l'école de Juliette, celle-ci lui a présenté un portfolio improvisé de croquis réalisés sur des sacs en papier craft et d'échantillons de vêtements cousus à partir de vieux emballages. Elle a été choisie sur le champ. La bourse ne comprenait pas seulement des frais de scolarité, mais aussi une réinstallation à Lagos, un mentorat, un logement et la possibilité de réaliser son rêve. C'était à la fois une bénédiction et un déchirement. Maman Ebra, trop faible pour voyager, pleurait le matin où Juliette montait dans le bus. « Va et deviens quelqu'un », avait-elle murmuré, les lèvres gercées. Transformer cette douleur en beauté. Lagos était un monde à part, rapide, bruyant et accablant, mais Juliette l'absorbait comme un tissu imbibé de teinture. Elle étudiait le stylisme dans un lycée professionnel de Yaba le jour et travaillait la nuit chez un tailleur du marché de Baligan. Ses doigts étaient devenus calleux à force de coudre et son cœur se serrait à cause du mal du pays, mais elle avait une flamme que même la faim ne pouvait apaiser. Ce qui manquait à Juliette en argent, elle le compensait par sa précision, sa grâce et son courage. Elle passait ses week-ends à l'atelier de couture, à apprendre des clients comment ils parlaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils désiraient. Elle griffonnait des notes, peaufinait ses croquis et rêvait de tissus capables de changer les histoires. Juliette n'avait jamais de rendez-vous. Non pas qu'elle ne fût pas belle, sa peau lisse et foncée, ses yeux en amande et son assurance tranquille faisaient tourner les têtes, mais parce qu'elle n'avait aucune place pour la distraction. Sa seule joie résidait dans l'envoi de colis mensuels à sa mère et de foulards cousus main aux vieilles dames de la maison qui lui achetaient autrefois son pouf. La propriétaire de Juliette, Mama Ronk, qui tenait une buvette au rez-de-chaussée, la traitait comme sa fille. Un jour, disait-elle, en regardant Juliette faire un ourlet, tes mains vaudront de l'or. À 24 ans, Juliette s'était déjà fait un nom sur le marché, la fille à l'aiguille. Mais au fond, Juliette voulait plus qu'un simple stand, elle voulait un héritage. Et Lagos, malgré son chaos et sa vie sans merci, lui semblait être l'endroit où elle pourrait enfin construire cet avenir. Charles Watkin est né dans une vie où les privilèges ne se méritaient pas, mais étaient hérités, attendus et rigoureusement préservés. De l'imposante demeure Watkin à Ikwa, où les balustrades dorées brillaient sous des lustres importés, aux révérences silencieuses et respectueuses des intendants qui connaissaient son jus préféré par cœur, Charles n'avait jamais connu que le luxe. Son père, Chief Emmanuel Watkin, était une figure emblématique de la politique nigériane, un ancien sénateur dont la voix résonnait encore dans les salles de conseil comme dans les coulisses. Sa mère, Lady Evelyn, organisait des rassemblements pour l'élite de Lagos, orchestrant son influence par le vin et les rumeurs. Charles fréquenta les meilleures écoles d'Abuja à Londres, joua au polo dans des clubs prestigieux et conduisit une Jaguar avant même d'avoir son permis. Mais derrière les sols en marbre et les précepteurs étrangers se cachait un poids que peu de gens pouvaient percevoir, la pression écrasante de l'héritage. Chaque poignée de main, chaque gros titre, chaque réussite était mesurée à l'aune du nom Watkin. Et dans un foyer où la lignée était primordiale, la déviance était synonyme de rébellion. Dès l'âge de 10 ans, Charles apprit à parler comme un diplomate, à s'habiller comme un futur ministre et à marcher comme s'il était maître de la pièce, même si ce n'était pas le cas. Son père l'emmenait à des réunions politiques, des lancements d'entreprises et des dîners d'affaires, répétant toujours le même message, on ne suit pas les tendances, Charles. On bâtit des dynasties.
sa voie était toute tracée, étudier les sciences politiques, retourner au Nigeria, rejoindre l'empire logistique pétrolier familial et se préparer à briguer un siège sénatorial à 35 ans. Mais Charles avait d'autres rêves. Tout en respectant l'empire de son père, il refusait d'hériter d'un trône qu'il n'avait pas bâti. Il voulait créer, et non recycler. Son cœur appartenait à l'architecture, à l'urbanisme et à la promotion immobilière. Il passait des heures à esquisser des idées de skyline, à étudier des concepts de bâtiments et à assister à des forums immobiliers sous un pseudonyme, juste pour échapper à la surveillance. Il ne recherchait pas l'attention, mais la création, quelque chose avec son nom gravé au cœur, pas seulement à la une des journaux. Cette ambition a créé un fossé entre le père et le fils. Le chef Watkin considérait la passion de Charles comme un défi, une insulte à des années de formation et un rejet de tout ce qu'il avait construit. Vous voulez construire des maisons pour des gens qui ne savent même pas prononcer Watkin correctement, a-t-il un jour aboyé lors d'une vive dispute. Les vrais hommes construisent des nations, pas des quartiers. Mais Charles est resté déterminé. Il voulait que Watkin représente quelque chose de différent pour la génération suivante, quelque chose fondé sur l'innovation et la crédibilité qu'il s'est forgé. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme universitaire, au lieu d'accepter le poste de direction attendu chez Watkin Oil & Logistique, il l'a publiquement décliné. Cette décision a provoqué une onde de choc dans les cercles de l'élite. Le chef Watkin lui a coupé les vivres, espérant le forcer à rentrer dans le rang. Mais Charles ne se laissa pas décourager. Au contraire, cette rupture déclencha quelque chose de plus profond, il ne voulait pas de l'Empire. Il voulait prouver qu'il pouvait construire le sien, brique par brique, des rues de Lagos jusqu'aux nuages. Le séminaire d'affaires communautaire d'Acacia était modeste, des rangées de chaises en plastique sous un toit en aluminium fuyant, avec un ventilateur à peine fonctionnel qui diffusait de l'air chaud dans la salle. Mais pour Juliette Anderson, c'était de l'or. Elle était venue avec un sac à main emprunté, son CV soigneusement plié à côté d'un carnet de croquis rempli de motifs de tissu. De l'autre côté de la salle, Charles Watkin se détachait tel un tableau dans la tempête, impeccablement vêtu d'une chemise bleu marine cintrée, tenant un ordinateur portable et une tasse de café qu'il sirotait à peine. Il était invité à donner des conseils sur les tendances du logement urbain. Juliette l'observait, non par admiration, mais par curiosité. Son élocution, sa façon de se mouvoir, l'aisance avec laquelle il attirait l'attention, tout cela criait la richesse, un monde à part. Pourtant, lorsqu'il s'arrêta pour parler de ses difficultés, de la façon dont il avait rejeté l'empire de son père pour bâtir son propre avenir, son intérêt se détourna. Il n'était pas seulement riche. Il défiait le confort pour servir ses intérêts. Après l'événement, Charles s'attarda au fond, discutant avec un groupe de jeunes hommes désireux de réseauter. Juliette attendit patiemment avant de s'approcher de lui. « Monsieur, dit-elle presque timidement, j'ai aimé ce que vous avez dit sur la construction d'un héritage avec vos propres briques. » Il se tourna vers elle, agréablement surpris. « Et que fabriques-tu » demanda-t-il. « Des tissus, répondit-elle. Mais ce ne sont pas que des tissus. Ils se racontent des histoires. Ce moment l'a touché. Dans les minutes qui ont suivi, ils ont échangé leurs coordonnées. Elle n'avait pas de carte de visite, juste un mot soigneusement écrit à la main avec son numéro. Il avait un iPhone, mais avait choisi de mémoriser son nom. Leur relation n'était pas romantique au départ. C'était une curiosité mêlée de respect mutuel. Au cours des semaines suivantes, ils restèrent en contact. Juliette lui demandait occasionnellement conseil pour la location d'un espace de travail, et Charles sollicitait son avis sur les tendances de design adaptées à sa vision d'un logement moderne à l'esthétique africaine. Leur amitié s'est renforcée grâce à des rêves partagés. Charles a commencé à lui envoyer des articles sur l'innovation en matière de design, et elle des croquis d'idées pour une mode durable. Ils se sont revus lors d'un petit brunch de réseautage à Surlier et ont fini par s'asseoir à la même table. Pendant des heures, ils ont parlé, non seulement d'affaires, mais aussi d'identité, d'héritage et de la peur de l'échec. Il admirait son lucidité. Elle admirait son audace sans complexe. Charles découvrit en Juliette une ambition non motivée par l'argent ou la célébrité, mais par le désir d'avoir de l'importance. Et Juliette, pour la première fois depuis son arrivée à Lagos, se sentit perçue non pas comme une couturière en difficulté, mais comme une femme visionnaire. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle en dents faux, elle serra son carnet de croquis plus fort que d'habitude. Quelque chose avait commencé, quelque chose de plus grand que les affaires. La décision de Charles de se lancer en solo ne lui avait pas seulement coûté son confort,
elle lui avait aussi coûté son accès. Les alliés politiques de son père lui avaient discrètement retiré leur soutien, et son dernier investisseur s'était retiré, invoquant une instabilité dans sa vie personnelle. Le loyer de son bureau à l'Équi arriva à échéance, et il se retrouva à travailler depuis sa voiture. Charles n'avait plus de chauffeur, plus de chef, plus d'interviews avec la presse, juste du courage, de la sueur et des courriels sans réponse. C'est au cours d'une de ces semaines, alors qu'il n'avait mangé que du pain et du coca depuis 2 jours, qu'il appela Juliette. Il ne savait pas de quoi il avait besoin. Des conseils? Des encouragements? Mais lorsqu'elle répondit et entendit la lassitude dans sa voix, elle ne prononça que 4 mots, « Viens manger du riz ». Ce soir-là, dans l'appartement exigu de Juliette à Igécha, Charles était assis en tailleur par terre, mangeant du jollof nature avec des bananes plantains frites. Elle ne posa pas de questions. Elle le laissa tranquille. Pour un homme qui avait déjà dîné dans des buffets intercontinentaux, ce repas avait un goût de paix. Juliette commença à l'aider comme elle le pouvait, non pas financièrement, mais avec ingéniosité. Elle le présenta à sa propriétaire, Mama Ronc, qui lui prêta une arrière-boutique abandonnée comme espace de travail temporaire. Elle le mit en contact avec un menuisier local qui construisit des étagères pour la moitié du prix, et avec le frère d'un ami qui l'aida à créer des prospectus. Ils formèrent une équipe, officieusement. Juliette prenait les mesures des clients le matin, donc à midi, puis aidait Charles à rédiger des propositions le soir. Charles, en retour, l'aidait à enregistrer son nom commercial, à créer une structure tarifaire et à constituer une base de données clients. L'amour ne s'annonçait pas par des baisers ou des déclarations. Il survenait par moments, lorsque Juliette lui apportait Accra au petit déjeuner ou lorsque Charles réparait sa machine à coudre sans qu'on le lui demande. C'était un partenariat avant la passion, et c'est ce qui le rendait réel. Ils ont officiellement commencé à se fréquenter 3 mois plus tard, non pas par une demande en mariage, mais par un regard échangé lors d'une promenade à Yaba. « On fait ça ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'on le fait déjà », répondit-il. Il riait. Dans leur monde, pas de place pour les dîners au champagne ni pour la musique douce. Juste l'agitation, les rêves et les moments de calme volés. Charles n'était plus le garçon d'Iquois. Et Juliette, malgré ses origines modestes, était devenue la femme qu'il avait soutenue. Il n'était pas riche, mais il s'élevait. Ensemble. Le succès n'est pas arrivé comme un raz-de-marée, il est tombé goutte à goutte. Charles a décroché son premier contrat majeur, un projet d'aménagement foncier à Alamocho. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable. C'est ainsi qu'il entreprit de reconstruire l'espace urbain de Watkin et de construire. Parallèlement, Juliette avait réussi à économiser suffisamment pour ouvrir son premier stand de mode dans un espace partagé du marché de Baligan. Ce n'était rien de plus qu'une simple table à coudre, 2 mannequins, et son rêve brodé sur chaque morceau de tissu. Il vivait encore modestement, comptait encore chaque naira, mais l'espoir était au rendez-vous. Un soir, alors qu'il célébrait une semaine réussie avec du suya et des boissons maltées au bord de la route, Charles lui prit la main. « Marions-nous » dit-il. Elle le regarda, stupéfaite. « Maintenant ?» Il hocha la tête. « Commençons quelque chose de durable. » Et c'est ainsi que, sous un auvent emprunté dans l'enceinte de l'église de Juliette, sous les chants de louanges des voisins et des marchandes, Charles et Juliette devinrent mari et femme. Ils emménagèrent dans un modeste appartement indépendant à Surelier, simple mais qui leur appartenait. Charles s'occupait du béton. Juliette s'occupait du tissu. Ensemble, ils ont bâti 2 entreprises sur la base du courage et du sacrifice. Leur amour était constant, tel un battement de tambour. Ils se disputaient pour des bêtises, des ragoûts brûlés, des nuits blanches, des rendez-vous oubliés, mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre. Juliette créait des uniformes pour une petite école d'aqua et commençait à gagner le respect du monde de la mode. Charles s'enhardit à soumissionner pour de nouveaux contrats et étendit son activité à Agige et Aja. Ils n'étaient pas dans les journaux, mais ils étaient en mouvement. Et pour 2 enfants issus d'univers très différents, le mouvement était un miracle. Leur histoire d'amour est devenue une source d'inspiration pour ses pairs, prouvant que l'amour, l'engagement et la résilience pouvaient s'épanouir même sans privilège. Pour leur premier anniversaire, Charles a surpris Juliette en lui offrant un petit pendentif en or gravé, « Notre Empire ». Elle a pleuré. Non pas à cause des bijoux, mais parce qu'il s'en souvenait. Cette nuit-là, tandis que le ventilateur tournait au-dessus d'eux, ils se firent des promesses, silencieuses mais sacrées. Juliette promit de ne jamais laisser le succès changer son âme.
Charles promit de ne jamais oublier le goût de son jollof. Et dans une ville qui évoluait trop vite pour la loyauté, ses promesses les unirent. C'est arrivé un lundi matin. Juliette venait d'arriver à sa boutique de Baligan Market lorsqu'elle remarqua une étrange chaleur dans l'air. Les gens criaient. De la fumée montait. Un incendie s'était déclaré à 3 stands de là, suite à une panne électrique, et s'était rapidement propagé suite à l'explosion d'un générateur à essence. En moins de 20 minutes, le chaos s'était emparé de toute la rangée de magasins. Juliette tenta de sauver son matériel, sa machine, son carnet de commandes, mais la chaleur la repoussa. Des flammes dansaient comme des démons au plafond. Elle trébucha dehors, toussant et pleurant, regardant tout ce qu'elle avait construit se réduire en cendres. Ses collègues marchands gémissaient à ses côtés, impuissants. À l'arrivée des pompiers, il ne restait plus que des ruines fumantes et l'incrédulité. Juliette se tenait pieds nus dans la poussière, le visage strié de larmes. Avec seulement un mètre ruban autour du cou, son monde entier brûlait sous ses yeux. Charles arriva 1 heure plus tard, directement après une visite de chantier sur l'île Victoria. Lorsqu'il la vit assise silencieusement contre un mur, le regard vide, sa poitrine se fendit. Il s'agenouilla près d'elle, lui toucha doucement la main et dit « Nous allons reconstruire ». Elle secoua la tête. « Avec quoi ?»« Avec nous. » Ce soir-là, il s'assit à côté d'elle tandis qu'elle pleurait. Il l'écouta. Et à l'aube, il avait vidé son compte épargne, annulant une transaction foncière en cours pour financer l'ouverture de sa nouvelle boutique. Ses amis l'avaient prévenu. Ses partenaires commerciaux le qualifiaient de sentimental. Mais Charles s'en fichait. Il se souvenait de Rice, des chevaliers Suya, de la femme qu'il avait sauvée de l'échec. S'il devait tout recommencer pour elle, il le ferait. Ensemble, ils cherchèrent un nouvel espace, plus petit, mais plus sûr. Juliette le conçut avec une meilleure ventilation, des extincteurs et des portes de sécurité en fer. La tragédie les a transformés. Juliette est devenue plus audacieuse, plus affirmée. Elle a formé 2 apprentis et a commencé à documenter ses créations pour un futur catalogue. Charles, quant à lui, avait agrandi son bureau pour y ajouter un bureau rien que pour elle. Si jamais vous aviez envie de co-créer, plaisantait-il. Leur amour s'est approfondi, non pas grâce à de grands gestes, mais en survivant ensemble à une tempête. Mais tandis qu'ils atteignaient de nouveaux sommets et que leur nom perdait de leur importance, le destin, toujours tapi dans les recoins, préparait sa prochaine épreuve. Et elle n'arriverait ni en fumée ni en feu, mais sous la forme d'une paire de talons dorés. Tina Cole était le genre de femme que l'on remarque avant même de comprendre pourquoi. Elle marchait comme si elle était maîtresse du terrain, d'un pas posé et d'une posture empreinte d'élégance. Sa voix était douce, ni trop basse ni trop forte, mais empreinte d'une assurance qui faisait tourner les têtes dans les salles de réunion comme dans les salons. Lorsqu'elle fut engagée comme architecte d'intérieur principal pour l'un des projets phares de Watkin Urban Space & Build, une résidence de luxe à Adja, Charles n'avait aucune idée de ce qu'il s'apprêtait à accueillir dans son entreprise. Sur le papier, le portfolio de Tina était impeccable. Elle avait réalisé plus d'une douzaine de projets résidentiels et commerciaux haut de gamme à Lagos, Abuja et même au Ghana. Son travail était audacieux, minimaliste, avec des touches spectaculaires, mais toujours de bon goût. Ce qui impressionnait encore plus Charles, c'était son éloquence lors des présentations, sa précision dans les détails et sa créativité dans sa vision. Elle avait le don de s'approprier chaque espace où elle se trouvait, même quand il ne lui appartenait pas. Mais derrière ses ongles vernis et ses talons de créateur se cachait une histoire dont Tina parlait rarement. Élevée à Port-Harcourt par une mère célibataire en difficulté, Tina a appris très tôt que la beauté pouvait être une monnaie d'échange et l'ambition une arme. Sa mère, ancienne propriétaire d'un salon de coiffure local, est décédée d'un cancer alors que Tina n'avait que 19 ans, la laissant seule et en colère contre le monde. Sans frères et sœurs et sans économie, elle a obtenu un diplôme de design et a décroché son premier stage en montant sur son expérience. Son ascension dans le secteur n'a pas été fulgurante, elle a été méthodique. Elle a appris à parler aux hommes riches sans paraître impressionnée, à accepter la critique sans se vexer et à allier charme et performance. Tina ne se contentait pas de concevoir des espaces, elle créait de l'influence. Dans une ville où les talents étaient omniprésents mais les opportunités limitées, elle s'est imposée comme une évidence. Et lorsqu'elle a entendu parler de Charles Watkin, l'architecte autodidacte de prestige qui avait tourné le dos à sa fortune héritée, elle a été intriguée. Pour Tina, Charles n'était pas un simple promoteur, c'était une marque. Un homme avec une réputation suffisante pour ouvrir des portes,
mais suffisamment ardent pour prendre des risques. Cet équilibre était rare. Lors de sa première rencontre avec lui dans les bureaux percés de l'entreprise, elle portait une élégante combinaison bleu marine et lui offrit une poignée de main ferme. Son regard s'attarda une seconde de trop lorsqu'elle dit « J'observe ton travail depuis des années. C'est audacieux. Sans complexe. Presque comme moi. » À partir de ce jour, elle s'est positionnée de manière étroite, non par flirt, mais avec une attention calculée. Elle s'est rendue indispensable au projet, suggérant des ajustements, obtenant des matériaux rares et repensant les intérieurs à la volée. Charles appréciait la passion et la créativité. Mais l'ambition de Tina allait au-delà du design. Elle ne se contentait pas de créer des espaces, elle traçait une voie. Et si Charles se trouvait sur son chemin, elle avait bien l'intention de le traverser. Tina Cole n'avait jamais été du genre à se précipiter. Son approche des gens, surtout des hommes de pouvoir, était lente, réfléchie et calculée avec une précision chirurgicale. Avec Charles Watkin, ce n'était pas différent. Dès qu'elle est entrée dans son bureau avec ses croquis pour les intérieurs du domaine Aja, elle a su qu'il n'était pas un client comme les autres. Charles était un homme de principe, mais fier, déterminé mais prudent. Tina a vu clair dans son sourire en réunion et dans le leadership dont il faisait preuve. Derrière ce sourire se cachait un homme cherchant à prouver quelque chose au monde, un homme un peu seul au sommet. Elle ne flirtait pas. Non, Tina a su établir des relations grâce à sa compétence. Elle arrivait toujours en avance, dépassait les attentes sur chaque brief et savait quand contester et quand accepter. À chaque séance de conception, elle laissait Charles croire qu'il avait le contrôle, même quand ce n'était pas le cas. Elle commença à semer de petites graines, des compliments déguisés en éloges professionnels, des messages attentionnés tard le soir sur de nouvelles idées, et une blague occasionnelle qui le faisait rire plus fort qu'il n'aurait dû. À chaque interaction, elle se rapprochait un peu plus, non pas par des mots, mais par sa présence. Charles, absorbé par le rythme de croissance de son entreprise, appréciait la précision et la clarté de Tina. Dans un monde où la plupart des gens cherchaient à l'impressionner par des flatteries, Tina l'impressionnait par sa clairvoyance. Elle pouvait anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent, proposer des solutions créatives en cours de conversation et remettre en question ses choix architecturaux, améliorant ainsi ses propres créations. Il était devenu naturel pour lui de la solliciter pour son avis, même sur des projets qui ne lui étaient pas confiés. Il commença à se fier à son instinct, à compter sur elle. Ils discutaient après les réunions, d'abord de l'aménagement des locaux, puis de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et enfin de la vie en général. Tina écoutait toujours, s'informant juste ce qu'il fallait, réagissant avec une empathie qui semblait naturelle. Et Charles, sans vraiment s'en rendre compte, commença à partager des parties de lui-même qu'il n'avait pas partagées depuis des années, même pas avec Juliette. Ce n'était pas physique. Pas encore. Mais c'était intime. Une proximité dont Juliette n'avait même pas remarqué l'évolution. Le voyage à Abuja fut le tournant. Ils ont voyagé ensemble pour finaliser des accords de conception avec un investisseur étranger intéressé par un partenariat immobilier haut de gamme. Par souci d'efficacité, ils ont logé dans le même hôtel, mais dans des chambres différentes, bien sûr. Les réunions se sont prolongées jusqu'à tard. Ils dînèrent avec l'investisseur et s'attardèrent ensuite dans le salon à discuter du calendrier du projet. Tina portait ce soir-là une robe dorée, rien d'extravagant, mais parfaitement taillée. La conversation passa du travail aux histoires d'enfance, puis aux regrets, et enfin aux rêves. Charles se surprit à rire plus librement, sa garde baissait plus que jamais. Alors qu'il se levait pour partir, elle posa une main délicate sur son bras, non par séduction, mais par solidarité. Ce contact, combiné à tout ce qu'elle avait soigneusement construit, fit craquer le mur. Charles ne l'embrassa pas. Il ne lui avoua rien. Mais quelque chose changea. Sa loyauté, émotionnellement et subtilement, commença à vaciller. Et dans ce moment de silence sous les lumières dorées de l'hôtel d'Abuja, une limite avait été franchie, impossible à nier. Au début, les changements étaient si subtils que Juliette se persuada presque qu'ils n'avaient aucune importance. Charles rentrait encore, s'enquérait encore de sa journée, l'embrassait encore sur le front lorsqu'elle lui tendait son panier repas. Mais quelque chose sous la surface avait changé, comme une mélodie légèrement désaccordée. Il ne s'attardait plus après les repas. Ses plaisanteries avaient un ton distant, et ses gestes autrefois attentionnés, comme lui acheter son encas préféré en rentrant ou lui envoyer des SMS pendant les réunions, avaient disparu. Juliette essayait de ne pas trop réfléchir.
Peut-être était-il simplement stressé. Le métier d'agent immobilier pouvait être épuisant, et Charles avait toujours pris son travail au sérieux. Mais certains moments la laissaient de marbre, les murmures nocturnes au téléphone, derrière des portes closes, les mots de passe soudainement verrouillés sur ses appareils, le parfum inconnu sur son col. Elle n'accusait personne. Elle ne posa pas de questions. Au lieu de cela, elle se mit à écouter, les silences entre ses paroles, les pauses lorsqu'elle lui demandait comment s'était passée sa journée. C'était le genre de silence qui criait. Déconcertée et déchirée, Juliette se tourna vers la seule personne qui la connaissait depuis leur époque pieds nus à Enugu, Mabel. Mabel était tout ce que Juliette n'était pas, audacieuse, sans filtre et farouchement protectrice. Lorsqu'elles se retrouvèrent à leur place habituelle, sous le manguier de la propriété de Juliette, Juliette n'eut même pas besoin de parler que Mabel demanda « Il change, n'est-ce pas ?» Juliette hocha la tête, les yeux embués mais résolus. « Je ne veux rien présumer, murmura-t-elle. Mais il ne l'est pas. Même quand il est là, c'est comme si son esprit était ailleurs. » Mabel ne tira pas de conclusion hâtive. Elle écouta simplement, prit la main de son amie et lui dit « Commence à observer. » Non par suspicion, mais par souci de survie. Parfois, le cœur a besoin de preuves, même quand les yeux ont déjà vu. Juliette appréciait cela, pas de drame, pas de manipulation. Juste la vérité. Ce soir-là, de retour chez elle, elle accueillit Charles avec un sourire chaleureux et prépara sa soupe d'aigusi préférée. Elle ne posa aucune question, ne fit aucune allusion à un parfum ou à un mot de passe. Au contraire, elle observa. À partir de ce jour, Juliette devint plus calme chez elle. Elle ne changea pas ses habitudes. Elle ne se disputa plus. Mais elle observait. Elle commença à observer ses nouvelles habitudes, son rire différent face aux SMS, sa façon de se changer avant d'aller aux inspections, ses yeux pétillants de culpabilité lorsqu'elle lui proposait de l'accompagner et qu'il déclinait. Elle remarqua la nouvelle eau de Cologne dont il ne lui parlait pas, les appels auxquels il répondait devant la maison, la façon dont il revenait parfois avec une odeur de savon d'hôtel. Elle prit des notes mentales, non pas pour l'affronter, mais pour comprendre ce qui lui échappait. Juliette ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle cousait en silence, priait à voix basse et gardait sa douleur cachée entre des tissus pliés. L'amour, avait-elle appris, ne pouvait être contraint à rester, mais on pouvait le regarder s'éloigner. L'invitation était arrivée une semaine plus tôt, une carte couleur crème gaufrée, portant l'emblème de l'association des développeurs de Lagos, invitant Watkin Urban Space et Bill à un gala prestigieux dans ce centre événementiel emblématique. Juliette l'avait lu avec fierté. C'était le genre de pièce dans lesquelles Charles avait rêvé d'entrer. Elle y voyait une nouvelle étape dans leur parcours commun, une célébration du chemin parcouru ensemble. Elle passa des jours à coudre sa robe pour la soirée, une robe sirène rouge profond qui épousait ses courbes avec pudeur et dont l'ourlet était fluide comme une royauté. Elle ajouta un point de couture à la main à l'encolure et passa des heures à coudre chaque cristal. Ce n'était pas seulement une robe, c'était une déclaration, un rappel que derrière chaque homme en devenir se trouvait une femme qui construisait avec lui, alors qu'il n'avait que des plans et des promesses. Elle se fit coiffer, porta les boucles d'oreilles en or que Charles lui avait offertes l'année dernière et se rendit à la salle en silence, espérant que le mur qui s'était dressé entre eux ces derniers temps se briserait ce soir. La salle de bal scintillait de lumière et de rire. Les verres trinquaient, la musique bourdonnait, et l'élite de Lagos se mêlait sous des lustres qui ruisselaient comme une pluie glacée. Juliette resta près de Charles à leur entrée, la main posée sur son bras, le sourire aux lèvres. Mais quelque chose clochait. Il ne la présenta pas aux membres du conseil qu'ils croisèrent. Il semblait distrait, nerveux. Puis vint le moment qui bouleversa tout. Alors que le présentateur accueillait les invités sur scène, il annonça le dernier projet de la compagnie et appela Charles Watkin sous les projecteurs. Il est accompagné de mademoiselle Tina Cole, architecte d'intérieur en chef et partenaire clé en matière de design. La foule a applaudi lorsque Tina a émergé de l'aile latérale, vêtue d'une élégante robe noire, glissant sur la piste comme si elle y était à sa place. Juliette se tenait plantée près de la scène, le cœur battant. Son regard croisa brièvement celui de Tina, sans un mot, juste un léger sourire narquois qui ne parvint pas à percer. Charles accepta le micro, remercia le conseil d'administration et déclara, à la USB, « Nous sommes fiers de collaborer avec un talent aussi brillant que mademoiselle Cole. » Après le discours, tandis que la foule se dispersait dans un murmure, Juliette s'avança vers Charles, s'attendant à ce qu'il se retourne. Au lieu de cela, il lui jeta un coup d'œil et dit, « Juliette,
voici notre cliente. Les mots lui firent l'effet d'une pierre deux coups. Cliente. Ni partenaire, ni épouse. Ni même Juliette. Juste un titre dénué de toute intimité. Tina tendit la main avec une politesse éprouvée, et Juliette la prit, la peau brûlante sous le calme. Elle sourit, car la dignité l'exigeait, mais intérieurement, quelque chose se brisa. Le soupçon n'était plus un doute. Il fut confirmé en public, vêtu de soie et de honte. Ce soir-là, Juliette quitta le gala avant le dessert, ses talons résonnant dans le couloir de marbre. Sa robe rouge traînait derrière elle, non pas comme une princesse, mais comme un adieu cousu en silence. Il était minuit passé lorsque Charles franchit la porte en titubant. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la faible lumière de la cuisine que Juliette laissait toujours allumée pour lui. Il empestait le whisky et l'épuisement, les boutons de sa chemise défaits, sa cravate pendant comme un nœud coulant autour de son cou. Juliette était déjà au lit, réveillée mais faisant semblant de dormir, ce qu'elle faisait plus souvent ces derniers temps. Elle entendit la porte grincer, le bruit de ses pas sur le parquet et le léger bruit sourd de ses chaussures qu'on lui enlevait. Le matelas s'affaissa légèrement tandis qu'il s'asseyait au bord, gémissant dans ses paumes. Un instant, elle s'attendait à ce qu'il dorme dans le salon comme ces dernières nuits. Mais au lieu de cela, il se glissa sous les couvertures à côté d'elle, passant un bras autour de sa taille comme au bon vieux temps. Ce geste, autrefois réconfortant, lui semblait désormais étranger. Il se blottit contre son cou, son souffle chaud et lourd d'alcool. Puis, dans un murmure pâteux, il murmura le nom qui brisa le silence. Tina. Juliette se figea. Tous les muscles de son corps se raidirent, comme si son âme avait été arrachée de sa peau. Elle ne respirait plus. Elle ne clignait pas des yeux. Le temps semblait s'être arrêté autour d'elle. Dehors, un générateur ronronnait au loin, et un klaxon retentissait quelque part dans la nuit, mais entre ces murs, le silence grondait plus fort que le tonnerre. Charles était immobile. Sa respiration ralentit et il sombra dans le sommeil, inconscient de la lame qu'il venait de lui enfoncer dans la poitrine. Juliette resta immobile, le cœur battant comme un tambour pris dans la tempête. Tina. Pas une seule fois. Pas peut-être. Pas à moitié entendu ou imaginé. Clairement. Direct. Intime. Le nom de la femme dont la présence hantait déjà ses instincts, dont le sourire narquois au gala persistait encore comme une fumée dans son esprit. Et maintenant, ces paroles parvinrent des lèvres de l'homme qui avait juré de ne plus jamais laisser une autre femme compter. Elle se glissa lentement hors du lit, prenant garde de ne pas le réveiller. Ses pieds touchèrent le carrelage froid, mais c'était le froid dans sa colonne vertébrale qui la fit frissonner. Juliette se tenait au bord du lit, les yeux fixés sur Charles, le visage paisible, innocent dans son sommeil, comme si de rien n'était. Juliette. Quelque chose d'irréversible. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle restait là, les bras croisés, les lèvres pincées, essayant de contenir la douleur qui lui enflait déjà derrière les côtes. Elle en avait vu assez ces dernières semaines pour s'en douter. Mais maintenant, avec un nom murmuré, tout s'éclairait. Le parfum, les soirées tardives, les excuses, le gala, c'en était la confirmation. Ni d'un inconnu. Ni de quelqu'un dans leur lit. Juliette se détourna, se dirigea tranquillement vers le salon et s'assit sur le canapé, bien réveillée. Non pas de rage. Mais avec détermination. Juliette était assise dans la pénombre du salon, les mains posées calmement sur ses genoux. Mais en elle, une tempête tourbillonnait, accompagnée de vents violents. Elle n'avait pas pleuré. Pas crié. Rien de cassé. Pas d'emportement, pas de demande d'explication. Juste le silence, tandis que l'amour commence à se dégrader et que la dignité exige une issue. L'horloge murale marquait plus d'1 heure du matin et Charles ronflait doucement dans la chambre, inconscient que tout ce qu'il croyait encore posséder était sur le point de disparaître. Juliette se leva lentement, comme si ses os étaient de verre. Elle traversa le couloir, ses pieds nus effleurant le carrelage froid. Dans la chambre, Charles dormait, les draps emmêlés autour de lui, complètement inconscient. Elle le regarda une fois, assez longtemps pour graver l'image dans son esprit, mais l'homme en qui elle avait cru autrefois. Elle ne fit pas ses bagages, paniquée. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait répété cela dans sa tête de nombreuses nuits auparavant. Elle n'emporta que le nécessaire, ses quelques tenues préférées, son nécessaire à couture, son carnet de création et la photo de sa défunte mère qui trônait sur sa commode depuis leur mariage.
Pas de bijoux, pas de cadeaux, pas de traces de souvenirs partagés. Tout le reste, elle l'a laissé derrière elle, comme le silence qu'il avait préféré à la vérité. Elle a sorti une page blanche et a écrit d'une écriture ferme et assurée, « Je t'ai cru ». C'est tout. Pas de colère, pas de mots de conclusion, pas de poésie du chagrin. Juste la vérité, brève, nette, complète. Elle plia soigneusement le mot et le déposa du côté du lit de Charles, juste au-dessus de l'oreiller où il avait murmuré le nom de Tina. Elle resta immobile un instant, laissant le silence la contempler une dernière fois avant de sortir de la pièce qui avait autrefois abrité l'amour. Quelques lumières de sécurité bourdonnaient doucement dans les coins et une odeur de rosée flottait dans l'air matinal. Juliette traîna sa valise avec précaution, ne voulant pas réveiller les voisins ni éveiller inutilement leur curiosité. Elle n'avait pas de plan, du moins pas de plan complet. Mais elle savait que rester signifierait s'effacer. Et Juliette Anderson était allée trop loin, avait aimé trop profondément, avait fait trop de sacrifices pour devenir invisible dans sa propre histoire. Elle appela un taxi avec l'application Bolt sur son petit téléphone. Lorsque la voiture s'arrêta, elle monta sans un mot. Tandis qu'il s'éloignait, elle ne se retourna pas. Il n'y avait plus rien derrière elle qui vaille la peine d'être vue, seulement des leçons, des cendres et les échos d'un nom qui ne lui appartenait pas. Elle ne quittait pas seulement une maison. Elle fuyait la trahison, le déshonneur et un homme qui ne réalisait pas ce qu'il avait perdu. Pas encore. Quand Charles se réveilla le lendemain du départ de Juliette, il lui fallut plusieurs minutes pour réaliser qu'elle était différente, plus vide, plus froide. Son côté du lit était intact, à l'exception du morceau de papier plié posé là où sa tête aurait dû être. Il le ramassa, groggy, les yeux scrutant la courte phrase « Je t'ai cru ». Les mots résonnèrent plus fort que n'importe quelle confrontation. L'espace d'un instant, son cœur se serra, la culpabilité l'acquiesça. Mais au lieu de réfléchir, il plia le mot sans le relire et le fourra dans son tiroir comme un reçu oublié. Charles accepta. Elle arriva ce soir-là avec une bouteille de vin rouge et un sourire compatissant, déjà consciente de l'absence de Juliette. Charles ne lui raconta pas ce qui s'était passé, mais Tina lut dans ses yeux comme dans des plans. Quelque chose avait libéré l'espace, et elle avait l'intention de le remplir entièrement. Au cours des jours suivants, Tina s'est installée chez lui, lentement mais consciemment. Elle a d'abord apporté quelques affaires de première nécessité, des produits de toilette, des peignoirs en soie et des bougies parfumées. Puis elle a commencé à dormir régulièrement chez lui, à proposer de cuisiner, à répondre aux appels de l'équipe de Charles et à assister aux réunions à sa place lorsqu'il se disait débordé. Elle n'était plus seulement une créatrice, elle devenait incontournable. Et Charles, épuisé émotionnellement et aveuglé par ses constantes affirmations, commença à s'appuyer davantage sur son influence. Tina ne le harcelait pas, ne le questionnait pas, ne lui rappelait pas ses défauts. Elle louait sa vision, riait de ses blagues et flattait ses décisions. En retour, il lui laissait plus d'espace, physiquement et émotionnellement. Bientôt, elle eut sa propre clé. Les affaires de Juliette furent mises en carton et laissées intactes dans le débarras. Tina commença à réorganiser les meubles du salon, à remplacer les coussins et à suggérer de nouvelles œuvres d'art pour les murs. Elle apporta de la couleur, des parfums et du mouvement, mais pas la paix. Pour marquer son emménagement, Tina proposa une célébration. Rien d'extravagant, dit-elle avec un sourire narquois, juste un toast à un nouveau départ. Charles accepta. La fête se déroulait dans un salon privé de l'île Victoria, exclusif et élégant, rempli de visages qui ignoraient ou se moquaient de sa nouvelle séparation. Tina portait une robe vert émeraude qui épousait ses formes, arrivant bras dessus bras dessous avec Charles comme un trophée. La musique résonnait, les boissons coulaient à flot et les félicitations fusaient des invités qui pensaient que Charles avait simplement changé de catégorie. Il n'y avait pas de rumeur au sujet de Juliette, et Tina, se persuadant qu'il n'avait rien perdu, avait simplement fait sa transition. Mais sous la musique et l'ambiance, un vide subtil commençait à se creuser en lui. Il n'arrivait pas encore à le définir, mais il avait un nom, et ce n'était pas Tina. Les documents juridiques arrivèrent un mardi matin, remis en main propre par un huissier de justice vêtu d'un uniforme marron délavé et tenant un presse-papier. Charles était assis dans son bureau, assis à son bureau. Son absence avait été discrètement comblée par la présence de Tina, et même si quelque chose au fond de lui était encore perturbé, il l'enfouissait sous les transactions quotidiennes et les routines superficielles. Il ouvrit l'enveloppe, pensant qu'il s'agissait d'un autre document délicat, mais en dépliant les pages blanches immaculées et en voyant son nom imprimé à côté de la mention « Demande de dissolution du mariage », il eut le souffle coupé. Il n'y avait ni lettre, ni note,
juste des faits. Charles, qui avait rapiécé ses chemises usées et l'avait soutenu dans ses heures les plus sombres, demandait maintenant au tribunal de dissoudre ce qu'ils avaient juré de ne jamais défaire. Charles se rassit dans son fauteuil et relut le document, cette fois plus lentement. La requête était simple, différends irréconciliables, abandon émotionnel et abus de confiance conjugale. Le langage était froid mais précis. Juliette n'avait ni embelli ni dramatisé, et son amour s'était effondré sous le secret et la trahison. Il n'y avait eu aucune demande de biens, aucune demande d'indemnisation, aucune revendication sur ses biens. Elle ne demandait que son nom, sa liberté. La simplicité du geste rendit le coup plus violent. Charles signa le reçu que lui tendait le fonctionnaire et le congédia d'un hochement de tête, puis resta assis seul un long moment, les pages étalées sur la table comme des preuves discrètes. Pour la première fois depuis des semaines, tandis qu'elle fredonnait au rythme de la musique, sa voix résonna à des kilomètres. Vendredi, l'équipe juridique de Charles avait rédigé une réponse brève, polie et sans contestation. Il n'y a eu ni contre-dépôt ni contestation. Il n'a pas contesté. Il n'y avait rien à contester. Le lundi suivant, les deux parties ont comparu devant le tribunal des affaires familiales de l'État de Lagos, à Akaja. Juliette est arrivée vêtue d'une simple robe beige et de talons noirs, accompagnée de son avocat. Charles arriva seul, sans Tina, vêtue d'un costume noir soudain trop rigide. La voix de la juge était calme tandis qu'elle lisait les documents et approuvait le jugement de divorce. En moins de 20 minutes, une union de 7 ans était officiellement dissoute. Pas de larmes. Pas de cris. Juste de l'encre, des tampons et le silence. Alors que Juliette quittait la salle d'audience sans se retourner, son mari se leva et suivit seul le couloir, l'écho final de son nom désormais légalement dissocié du sien. Après le divorce, Juliette ne prit pas le temps de pleurer la vie qu'elle laissait derrière elle. Elle redirigea cette énergie vers son rêve. Sa marque de mode, autrefois exploitée sous le nom modeste de Juliette Taylor, a été rebaptisée House of Anderson, reflétant à la fois son identité et son éthique de travail. Son nouvel espace de travail, avec son sol en marbre blanc et son éclairage doux et doré, abritait 4 tailleurs à temps plein, 2 employés administratifs et un showroom présentant toutes les collections qu'elle avait imaginées. Juliette ne travaillait plus dans un coin d'un espace de vente partagé. Elle organisait des essayages dans des suites privées, accueillait ses clients avec du champagne et signait des lookbooks envoyés à des influenceurs et stylistes à travers le Nigeria. Son travail, ancré dans l'héritage africain, est néanmoins porté par un public international. Son mélange unique d'Ankara, de velours et de soie est devenu la signature de sa marque. Mariée de Port Harcourt, femme d'affaires d'Abuja et célébrité de Lagos, toutes se tournaient vers elle. Chaque point racontait une histoire, et Juliette avait vécu chaque fil. Elle refusait la production en série. Tout était personnalisé, intime, personnel. Les commandes affluaient plus vite que celles de ses contemporains, offrant des bourses et des apprentissages à des tailleurs en herbe qui lui rappelaient qui elle était autrefois. Les médias l'ont remarqué. House of Anderson a été présenté dans des blogs lifestyle, et les interviews calmes et posées de Juliette sont devenues virales grâce à leur humilité et leur force tranquille. Elle n'a pas étalé son passé. Elle l'a honoré. À chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait réussi, sa réponse était la même, une simple camionnette de livraison aux couleurs crème et or. Elle ouvrit un petit atelier à Enugu, employant des couturières locales et contribuant ainsi à sa ville natale. Ses économies se multiplièrent et elle fut rapidement contactée par des investisseurs souhaitant développer sa marque et créer une école de mode. Mais Juliette était prudente. Elle refusait les offres qui ne correspondaient pas à ses valeurs. Évoluer, ce n'était pas seulement une question de plus, c'était une question de sens. Elle commença à se préparer pour une nouvelle ère. Cette ligne s'inspirait de femmes qui avaient tout perdu et se retrouvaient. En coulisses, Juliette savait que sa force ne résidait pas dans la fuite de la douleur, mais dans sa capacité à y survivre avec détermination. À chaque publication, son entreprise n'a pas seulement grandi, elle a explosé. Tout a commencé par une vague soudaine de rumeurs en ligne. Un article de blog controversé, publié sous un pseudonyme, des captures d'écran de factures falsifiées, des plaintes du personnel trafiqué et un document du CAC fabriqué ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Juliette, qui avait bâti sa marque avec transparence et intégrité, a été prise au dépourvu. Sa boîte mail a été inondée de clients inquiets, des ambassadeurs de la marque se sont retirés de collaboration et 2 distributeurs ont suspendu des contrats en cours. Juliette est restée silencieuse dans son bureau pendant que son téléphone était trafiqué, fabriqué avec malveillance.
La piste des courriels a mené à un compte Gmail fantôme, relié à un appareil précédemment enregistré sous le nom de Tina Cole Interior. Juliette n'a pas crié. Elle n'a pas riposté avec colère. Au lieu de cela, elle a pris son téléphone, a appelé son avocat et lui a dit calmement « Portez plainte ». L'assignation à comparaître a fait la une des journaux en quelques jours, et le procès opposant Juliette Anderson à Tina Cole s'est déroulé devant le tribunal. Tina est arrivée à l'audience initiale vêtue d'un tailleur beige et de lunettes de soleil, entourée d'une équipe d'avocats à accent grave-l'œil. Charles, assis discrètement derrière elle, paraissait plus pâle que d'habitude. Son nom ne figurait pas sur la plainte, mais sa réputation était gravée dans la mémoire de Tina. Juliette, en revanche, est arrivée avec grâce, vêtue d'une simple robe bleu marine, tenant un dossier de preuves et accompagnée de sa communication. L'équipe de Tina a tenté de faire valoir que les fuites étaient anonymes et non vérifiables. Mais l'avocat de Juliette a présenté des journaux d'adresse IP, des enregistrements d'appareils et les aveux d'un graphiste indépendant que Tina avait payé au noir. La preuve était irréfutable. Tina avait orchestré la campagne de diffamation. Lorsque le juge a prononcé le verdict quelques semaines plus tard, la salle était silencieuse. Tina Cole a été reconnue coupable sous réserve de la suite de l'enquête. Juliette ne broncha pas à la lecture du jugement. Elle n'était pas venue pour se venger, mais pour connaître la vérité. Charles, qui avait refusé de regarder Juliette dans les yeux tout au long du procès, fut pris entre deux feux. Les médias firent la une des journaux, son ex-femme gagna son procès et démasqua le complot de sa maîtresse. Charles marcha en silence. Les clients commencèrent à se retirer après que Tina fut escortée hors de la salle d'audience, ses talons claquant violemment sur le sol en marbre. Juliette sortit avec assurance. Elle ne souriait pas. Elle ne jubilait pas. Mais à cet instant, la justice portait son nom. Charles était encore sous le choc de la disgrâce judiciaire lorsque le coup suivant survint, non pas de la part du public cette fois, mais des fondements même de son entreprise. Il ne fallut cependant pas longtemps pour qu'une seconde transaction soit débitée d'un compte joint qu'il partageait avec Tina Cole. L'un d'eux était strictement destiné aux besoins opérationnels de leur projet immobilier de luxe co-géré. Charles autorisa un gel, demanda un audit complet et commença personnellement à examiner les relevés de projet. Ce qu'il découvrit lui fit froid dans le dos. Tina avait détourné de l'argent de son compte. Les montants étaient suffisamment faibles pour éviter les alertes, mais suffisamment conséquents pour compromettre ses liquidités. Alors qu'il commençait à démêler l'ampleur des écarts financiers, une seconde trahison survint, bien plus personnelle celle-ci. L'un de ses coordinateurs de projet junior entra dans son bureau, les mains tremblantes, et lui tendit des photos prises dans une industrie où la main de Cola reposait sur la taille de Tina. Dans une autre, ils s'embrassèrent. Charles fixa longuement les photos, la réalité le rattrapant. Cola, son ami de 7 ans, l'homme qui s'était porté garant de lui auprès des investisseurs, qui l'avait aidé à obtenir les premiers capitaux pour son projet, avait couché avec la femme qui avait failli détruire les chaussures de créateur de son entreprise. Tout avait disparu. L'armoire était vide, son côté du lit avait été déshabillé et son bureau débarrassé. Sur le comptoir de la cuisine, le relevé de compte joint était ouvert, indiquant le dernier retrait, 18 millions d'argent engloutis d'un seul coup quelques heures plus tôt. Ses téléphones étaient éteints. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient désactivés. Elle avait quitté la Chine et avait déjà été dispersée dans de petits transferts internationaux. La trahison était totale, publique, financière et intime. Charles s'affala sur le canapé du salon, celui-là même où il avait autrefois blotti Juliette, désormais vide. Pour la première fois, le silence ne lui parut pas paisible. C'était comme une punition. L'effondrement de Watkin Urban Space et la trahison de Tina furent rendus publics. La nouvelle des fonds détournés et des transactions falsifiées fit la une des journaux économiques. Les parties prenantes ont paniqué. 2 des principaux financiers de l'entreprise se sont retirés dans les 72 heures, invoquant une violation de la confidentialité fiduciaire. Des projets à moitié achevés ont été interrompus, les ouvriers refusant de poursuivre sans paiement et les fournisseurs exigeant le versement de l'intégralité des acomptes. Le projet immobilier de luxe a permis de saisir la propriété et de vendre les actifs aux enchères. Les clients, autrefois désireux de collaborer avec lui, ont commencé à exiger des remboursements et à intenter des poursuites judiciaires. Les mêmes médias qui célébraient autrefois Charles comme le prince perturbateur de l'architecture de Lagos le présentaient désormais comme un exemple édifiant de la façon dont le népotisme et l'orgueil ont détruit un visionnaire. Sans liquidité et ses comptes gelés en attendant les résultats de l'enquête,
Charles reçut un avis d'expulsion officiel du conseil d'administration du domaine de l'Équille. La demeure qu'il partageait autrefois avec Juliette, et que Diana redécora plus tard, ne lui appartenait plus. La banque avait saisi le prêt hypothécaire après des mois d'impayés. Des policiers armés accompagnaient les agents de la gestion du domaine, ne lui laissant que 24 heures pour quitter les lieux. Il fit ses bagages en silence, ses biens autrefois précieux réduits à des cartons et à une honte silencieuse. Personne ne l'aida. Le personnel était parti depuis longtemps. Même son équipe de sécurité avait disparu, n'étant plus payée. Les chaussures de Charles résonnaient maintenant des pas d'un homme qui avait tout perdu. Cette nuit-là, il dormit sur le canapé d'un ami à Yaba, son nom n'étant plus murmuré avec admiration, mais avec moquerie. Le coup fatal ne vint ni des tribunaux ni des créanciers, mais du sang. Lors d'une conférence de presse organisée par le chef Emmanuel Watquin pour répondre aux rumeurs médiatiques grandissantes, Charles observa la scène depuis un vieil ordinateur portable installé dans l'appartement de son ami. La caméra s'est tournée vers son père, et tandis qu'il regardait les gros titres, le chef Watquin a déclaré « Je tiens à être clair, les actions de Charles ne reflètent pas les valeurs de cette famille. Nous ne sommes pas associés à ces entreprises. Nous ne sommes pas responsables de ces dettes. » Il ne représente plus le nom Watquin. Les journalistes se sont mis à poser des questions, mais le chef Watquin s'est éloigné, laissant derrière lui un silence plus fort que la honte. Charles a lentement refermé l'ordinateur portable. Son empire avait disparu. Sa patrie aussi. Et désormais, même son nom, son héritage, ne lui appartenait plus. Charles était assis seul dans un studio au mobilier minimaliste à Yaba, les coudes sur un bureau bancal, un stylo à la main. La pièce sentait vaguement la poussière et les vêtements usés, sa nouvelle réalité après la chute. L'air était chargé de non-dits. Il n'avait pas vu Juliette depuis plus d'1 an. Toutes ses tentatives pour la joindre par le biais de contacts mutuels avaient échoué, Mabel l'avait bloqué, et les réseaux sociaux ne lui offraient aucun aperçu de sa vie. Il avait donc écrit cette lettre, non pas pour se réconcilier, ni par pitié, mais parce que la culpabilité n'avait plus d'autre issue. Sur une feuille de papier déchirée d'un bloc-notes bon marché, il commença lentement « Juliette, je ne mérite pas de te demander de lire ceci, mais je dois l'écrire. » Ligne par ligne, avoua-t-il, non seulement la liaison, mais aussi l'arrogance, l'aveuglement, la peur de la perdre. Mais perdre ta confiance sera toujours la blessure la plus profonde. Il scella l'enveloppe d'une main tremblante, écrivant l'adresse à la maison Anderson, le seul endroit dont il était sûr qu'elle avait encore une trace. Il ne s'attendait à rien, mais l'envoyer lui procurait une étrange paix, comme si on avait enfin laissé un fantôme reposer en paix. Quelques jours plus tard, de passage à Surelier, Charles croisa une vieille connaissance et lui fit une petite conversation, il mentionna nonchalamment avoir vu Juliette à une soirée caritative plus tôt dans la semaine. « Elle fait de grandes choses maintenant, mon pote. De grandes choses. Elle a même adopté un de ces garçons de l'orphelinat qu'on fréquentait à l'époque. Tu te souviens de la maison de la miséricorde divine ?» Charles leva la tête. Il se souvenait parfaitement de cet endroit. Lui et Juliette y étaient allés un jour à Noël, apportant nourriture et cadeaux aux enfants. Un garçon s'était accroché à Juliette tout l'après-midi, curieux, timide, les yeux écarquillés. Elle l'a appelé David, ajouta Babatinde. Un enfant adorable. La nouvelle frappa Charles comme un coup de marteau silencieux. David. Le même garçon qui avait autrefois appelé Juliette, tante-maman, lors de leur visite. Maintenant, c'est elle. Maintenant, il était de la famille. Il rentra lentement chez lui ce soir-là, perdu dans des pensées plus lourdes que ses pieds. Les jours passèrent, et la lettre resta sans réponse. Pas d'appel. Pas de message. Pas de réponse. Juste un silence. Juliette l'avait lu, il en était sûr. Mais elle avait choisi de ne pas répondre. Et c'était peut-être la réponse la plus forte de toutes. Charles était assis près de la fenêtre de son appartement, regardant les enfants courir après un ballon de football usé dans la rue. Il ne pleurait pas. Il ne parlait pas. Il restait assis là, conscient que certaines choses, une fois brisées, ne se régénèrent pas. Elles se reconstruisent simplement ailleurs, sans vous. Le soleil commençait à se coucher lorsque Charles arriva à l'entrée de la maison Anderson, le siège social que Juliette avait construit sur les ruines de tout ce qu'ils partageaient autrefois. Le bâtiment se dressait fièrement dans une rue calme, avec ses lignes épurées et discrètes, ses portes vitrées et sa signalétique or et crème, signature de Juliette, qui brillait dans la lumière de fin d'après-midi.
L'image de marque de l'entreprise était à la fois élégante et imposante, à l'image de Juliette elle-même. Il n'était pas venu avec un plan précis. Il portait une simple chemise, un jean usé et des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Pas de voiture. Pas d'entourage. Juste le poids de toutes ces années perdues et le silence de sa lettre resté sans réponse. Il resta un moment de l'autre côté de la rue, observant les employés entrer et sortir, certains riant, d'autres balançant des sacs à vêtements, tous semblant s'agiter avec détermination. C'était étrange de voir un monde si bien fonctionner sans lui. Charles traversa lentement la rue, chaque pas chargé de souvenirs. Il s'arrêta devant le grand portail noir gardé par deux agents de sécurité en uniforme de marque. L'un d'eux leva les yeux, vaguement conscient, puis plissa les yeux. « Oui » demanda le garde, non pas avec méchanceté, mais avec le professionnalisme assuré attendu au niveau de réussite de Juliette. Charles ne répondit pas tout de suite. Son regard avait erré au-delà du portail, à travers les portes vitrées du hall, où mannequins et robes fluides se dressaient comme des rois. Au mur, derrière le bureau de la réceptionniste, était accroché un portrait encadré de Juliette, posée, puissante, souriant juste ce qu'il faut. Il baissa les yeux. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis, dit-il doucement. Je n'entrerai pas. Je voulais juste la voir. » Le garde ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Quelques secondes plus tard, les portes vitrées s'ouvrirent et Juliette sortit. Elle portait un tailleur-pantalon ivoire, élégant, minimaliste, parfait. Ses cheveux étaient tirés en arrière en chignon, ses boucles d'oreilles en or capturant les derniers rayons du soleil. Elle n'était pas pressée. Elle marchait avec grâce, ses talons claquant légèrement sur le carrelage tandis qu'elle parlait à un membre du personnel à côté d'elle. Charles l'observait, le souffle coupé, le cœur lourd. Elle ne l'avait pas encore vue. Mais alors qu'elle approchait de la porte extérieure, son regard croisa le sien. Il n'y avait ni choc ni colère. Aucune douceur. Juste une reconnaissance sereine, comme on regarde un chapitre depuis longtemps clos. Elle ne s'arrêta pas. Elle ne broncha pas. Elle fit simplement un petit signe de tête respectueux, un hommage poli à un homme qu'elle avait aimé. Puis elle se retourna, monta dans une voiture qui l'attendait et disparut. Charles resta à la porte, la distance qui les séparait ne se mesurant plus en pas, mais en choix. En trahison. En tout ce qu'il ne pouvait plus défaire. Il ne l'appela pas. Il ne la supplia pas. Il resta simplement là, les mains dans les poches, la tête baissée, non pas comme un homme attendant d'être pardonné, mais comme quelqu'un comprenant enfin ce qu'il avait perdu. Le regret ne hurlait pas. Il murmurait. Et à cette porte, il murmurait longuement et fort. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.